Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec un ami, un chroniqueur politique, Irénée Routema. Bonjour Irénée, comment vas-tu? Bonjour, Monsieur Laurent, ça va super bien. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Tu peux quand même m'appeler Laurent, là, même si je comprends que la formule est un petit peu plus, disons, stricte, mais on va continuer de se tutoyer quand même, parce que même si j'ai maintenant 40 ans, j'essaie d'oublier que je suis rendu au moment qu'on m'appelle monsieur. Excellent. Excellent. Alors, oui. Oui, j'ai plusieurs questions pour toi. Premièrement, oui. Parce que toi, t'as immigré au Québec à quel âge et dans quelles circonstances? Oui, donc je suis arrivé ici en 1993. Alors, nous sommes arrivés ici avec ma famille comme réfugiés. Donc, nous avons fui la guerre qui s'est déroulée au Rwanda dans les années 90 avec les malheurs, les tragédies. Donc, c'est ça mon parcours au Québec. T'avais quel âge à l'époque, excuse-moi, en 1993? En 1993, j'avais 14 ans. OK. Est-ce que c'était déjà, désolé d'être profane sur le sujet, là, mais au Rwanda, est-ce qu'on parle français ou est-ce qu'il y a plusieurs langues? Je connais moins un peu le contexte socio-économique. Alors, au Rwanda, la première langue, ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Comment? Excuse-moi? Le Kinyarwanda. OK. Oui, et j'ai étudié donc en Kinyarwanda et en 4e année au primaire, j'ai commencé à suivre les cours de français comme langue seconde. Okay. Alors, le Rwanda, on parle le français parce que on a été une colonie de la Belgique. OK, une colonie de la Belgique, OK. Mais ça, oui. C'est dans les années, là, dans le passé, là, bien sûr. Là. Est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est encore... ils ont encore une main prise sur le Rwanda? Je dirais que non. Je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui influencent beaucoup le Rwanda, c'est les Anglais et les Américains. Et donc, aujourd'hui, la langue déjà parle le français, mais depuis la fin de la guerre, la langue qui domine, c'est l'anglais. OK. Est-ce que c'est maintenant cette deuxième langue-là qu'on enseigne ou Je ne suis pas au courant, mais je pense que c'est une langue qui a pris beaucoup de place au détriment du français depuis le milieu des années 90. OK, excellent. Toi, toute ta famille parlait français, évidemment. Est-ce que c'était quelque chose qui était important à la maison ou c'était quand même plus... On essayait de mettre beaucoup d'emphase sur ta langue native, dans le fond? Mon père est un intellectuel qui a étudié à l'Université Laval. Et sa spécialité, donc, c'était un linguiste. Et apprendre le français était essentiel, comme aujourd'hui on apprend l'anglais au Québec. Oui. Alors, c'était important de bien maîtriser le français parce que c'était la langue, la deuxième langue du pays. Donc le Rwanda, administrativement, à l'époque, il y avait deux langues officielles, le Kinyarwanda et le français. Et comme les gens voulaient étudier à l'étranger, ils venaient surtout au Québec et les autres allaient étudier principalement en Belgique et en France. Mais pourquoi ils choisissaient le Québec, Irénée? Parce que l'Université du Rwanda a été fondée par le père l'évêque dans les années 60 et lui, c'est le même père qui a fondé la faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Donc, il y avait un lien avec le Québec par ce prêtre-là qui a fondé l'Université Laval du Rwanda. L'Université du Rwanda, pas l'Université Laval du Rwanda. L'Université du Rwanda. Est-ce que tu as été élevé beaucoup dans un contexte religieux ou... Oui, je te dirais que mes parents sont croyants et ma marraine
c'est une religieuse bénédictine. Mais je vais t'arrêter tout de suite parce que pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le terme, une religieuse bénédictine, c'est quoi que ça signifie exactement? Donc, elle fait partie de la famille religieuse des bénédictins. Je pense que c'est je sais pas comment je vous dirais là, mais je pense que ça a été fondé où vivent les sœurs là, les bénédictins ont probablement été fondés par un prêtre qui s'appelait Benoît, ou je n'ai pas les détails. Je comprends pas. Oui, mais elle donc était bénédictine, et je te le jure que j'ai passé quelques mois de vacances dans son monastère. Okay. Et c'était les moments heureux de ma vie parce que son monastère fabriquait les hosties qu'il vendait aux églises. Et nous, j'y allais souvent avec mon frère passer 1 mois ou 2 pendant l'été. Tout ce qu'il fallait faire, c'était aller à la messe le matin, et durant l'après-midi, on allait aider les religieuses à faire des hosties. Tout ça. Et par la suite, on regardait des films, on s'amusait. C'était vraiment des beaux moments. Mais elle nous imposait absolument rien comme religion. La seule chose à faire, c'était aller à la messe, puis après, on était libre. OK, on aurait pu croire que c'était quelque chose, un endroit très strict, mais c'était pas tant le cas de la façon que je t'entends là, présentement. Là. Pas du tout. Là, c'était aucunement strict, sauf pour les religieuses qui ne pouvaient pas sortir du monastère. Mais ma marraine, elle s'occupait de l'hôtellerie. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient se recueillir. Il y avait des retraites. Donc, nous, on avait la liberté, là. Et je te dirais que les sœurs qui ne pouvaient pas sortir mangeaient moins bien que nous, parce que nous, on était des invités et on mangeait super bien. Alors, c'était une petite anecdote de... Non, mais ça, je le sais, Irénée, parce que moi, j'ai une famille qui a beaucoup privilégié la religion catholique aussi, parce que j'ai une famille, disons... très élargie, je sais pas si on peut l'appeler élargie, mais une grande famille, on va le dire comme ça, parce que du côté de ma mère, ils étaient 21. Ma grand-mère a eu 21 enfants. Puis la plus vieille, l'aînée, était religieuse, puis elle était dans un couvent en France, puis même ici au Québec, puis je me rappelle qu'elles avaient le droit de manger seulement du beurre la fin de semaine et que c'était uniquement de la margarine la semaine. C'est une petite anecdote, là, mais ça m'avait frappé quand même qu'elle ne pouvait pas manger tout ce qu'elle souhaitait, dans le fond, là. Oui, c'était... moi, je ne sais pas ce qu'elle mangeait, mais ma marraine me disait qu'elle mangeait moins bien que nous, les invités. OK. Lorsque tu es arrivé au Québec, est-ce que ça a été un gros choc? Comment tu l'as vécu, ton arrivée au Québec? Non, comme mon père avait étudié ici, donc nous nous sommes habitués, intégrés rapidement, mais ce qui m'a étonné, j'ai été déçu au départ parce que j'arrivais de l'Espagne, on a fait un transit en Espagne avant de venir, et les gens que j'avais rencontrés qui avaient vécu au Québec, les Québécois que j'avais rencontrés au Rwanda nous disaient que c'était le plus beau pays, que c'était beau, que c'était magnifique. Et cette beauté-là, je ne l'ai pas constatée en arrivant. Donc, peut-être que c'était aussi... Mais quand tu parles de beauté, tu parles de la beauté au niveau du paysage, là, pas... Oui. Okay. Au niveau du paysage et des immeubles. Dans le Vieux-Québec, c'est historique, mais dans les années 93, là, les immeubles, je les trouvais extrêmement moches. Et donc ça a été une grande déception. L'autre déception, c'est que à l'école, c'était difficile de se faire des amis parce que, donc je suis arrivé, j'étais en secondaire 3, parce que les gens avaient déjà des amis avec lesquels ils étaient allés à la garderie, au primaire. Ça suit tranquillement pas vite. À l'arrivée au secondaire, etc. Surtout, toi, tu étais vers la fin du secondaire. Des fois, les gangs sont déjà formés un peu, là. Oui, alors ça a été un choc culturel. Là. Et
ça n'a pas été évident de comprendre tout ça, mais avec le temps, je suis allé vers les Québécois, vers mes amis, et disons que ça a pris approximativement 1 an pour apprivoiser le fonctionnement des Québécois au secondaire. OK. Comment s'est passé, justement, ton enseignement ici? Est-ce qu'il y avait une grosse différence au niveau, justement, des cours de français? Est-ce que tu avais quand même une certaine facilité? Est-ce que les professeurs t'ont donné une certaine lassitude? Comment s'est déroulée ta formation en tant que telle, Irénée? La formation s'est bien déroulée, mais il a fallu m'adapter à l'accent québécois. Je ne sais pas ce que j'avais dit dans un autre contexte. J'avais un cours de religion, par exemple, et le prof nous avait dit qu'on allait avoir un examen dans quelques jours, et j'avais absolument rien compris. Et en arrivant à l'école, dans la classe, mais j'ai reçu l'examen, je ne savais pas de quoi il parlait, je n'avais pas compris son accent et j'avais eu 0. Mais par la suite, il m'a dit, mais pourquoi tu as eu 0? Je dis, mais je n'avais pas compris que nous avions un examen. Et il a pris son temps, il était patient pour m'expliquer, pour s'assurer que j'avais bien compris la matière et les demandes et les exigences finalement. OK. C'est quoi que tu trouves au niveau de l'accent? Tu me parles de l'accent, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est dans la façon qu'on parle des fois un petit peu plus joual ou je sais pas, est-ce qu'on escamote certaines syllabes? C'était quoi la grosse différence pour toi au niveau du langage? C'était surtout le joual parce que nous, le français qu'on apprenait, c'était un français, je dirais, de France. Ouais, okay. Alors, c'était surtout l'accent et les expressions. Et c'est à ce niveau-là que c'était très, très difficile. Ouais. OK. Par la suite, tu t'es dirigé où au cégep? Dans quelle matière? Qu'est-ce qui t'intéressait, cégep, université? On va y aller pour ton cheminement un peu, Irénée. Oui, alors je suis allé, après le secondaire, donc je suis allé au compagnon de quartier à Sainte-Foy et au cégep, je suis allé au collège FX Garneau, oui, en sciences humaines, parce que moi, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, la politique, la philosophie. Et au cégep, ça s'est super bien passé. J'avais des amis, je comprenais le Québec et j'avais un peu d'argent parce que j'avais commencé à travailler. Et alors, c'est ça mon cheminement. Donc, 2 ans au cégep. J'ai continué mes études à l'Université Laval en sciences politiques. Et là, je dirais que j'étais rendu québécois. Là. Alors, il n'y avait pas de différence. Je comprenais tout. J'étais capable je lisais les journaux, je lisais les livres. Ça s'est bien passé finalement. Est-ce qu'il y avait une littérature qui venait plus te chercher? Est-ce que c'était de la littérature québécoise ou pas nécessairement? Ou... Je dirais que moi, je ne suis pas un grand littéraire, là. Moi, j'aime surtout les livres d'histoire, les biographies. C'est bon. Donc, c'est dans ce sens-là que mon intérêt est très politique. Même quand je regarde les films souvent vont m'emmerder, je m'excuse pour l'expression, mais les films qui racontent les histoires vécues m'interpellent davantage et je regarde beaucoup de documentaires aussi. OK. Est-ce qu'il y a des personnalités québécoises que tu as vraiment eu un béguin, que ce soit au niveau politique ou autre, que tu as vraiment aimé approfondir leur histoire? Oui, je dirais que René Lévesque, comme tout Québécois, oui. René Lévesque, j'ai beaucoup d'admiration pour René Lévesque. J'ai beaucoup d'admiration aussi et de respect pour Pierre Elliott Trudeau comme
comme individu. OK, mais c'est vraiment, on s'entend que ça peut être une certaine dualité là, entre René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. C'est quelque chose quand même, mais c'est bon. C'est deux personnages genre haut en couleur, on va dire comme ça. Oui, définitivement, et qui ont marqué l'histoire du Québec dans les années 70 et les années 80. Je dirais aussi que j'ai aimé la musique, mais j'ai grandi avec Éric Lapointe. Mes amis m'ont fait découvrir un peu Beau Dommage et quels autres artistes québécois. Kevin Parent, il était populaire à l'époque, fin des années 90. Il avait quand même un bon accent. Il devait avoir certaines paroles de ses chansons que tu devais avoir un petit peu plus de difficultés. Oui, définitivement. Mais quand j'étais jeune, on allait souvent, il y avait un petit bar qui s'appelait le bar chez son père. Il y avait beaucoup de chansonniers. Okay. Alors ça m'a initié à la culture québécoise. Alors d'autres personnages, c'est surtout la politique. J'ai beaucoup d'estime pour Monsieur Parizeau, Monsieur Bouchard. Ce sont des gens qui m'ont fait réfléchir. Bernard Landry, par exemple, et Robert Bourassa aussi. Et dans les artistes, mais quand nous sommes arrivés en 1993, mais la carrière internationale de Céline Dion commençait à décoller. Donc ça, c'est quelque chose, un événement qui a été marquant, culturel. Et je dirais que les humoristes aussi, Yvon Deschamps, Anthony Cavana, à l'époque, puis qui d'autre? Mike Ward aussi, je l'ai vu quand il commençait sa carrière, il faisait du rodage au Dagobert à l'époque. Oui, au Dagobert, il était beaucoup présent au Dagobert, même si c'est de l'humour corrosif. C'est un humoriste qui a quand même choisi de faire de l'humour en français. Il est capable d'en faire en anglais. Il fait des fois certains numéros en anglais, mais il a quand même choisi de le faire en français. Là. Oui, et surtout particulier avec son premier show. Oui. Je pense son premier one-man show là, avec Femta avec ta femme. Oui. Donc ça, ce sont des gens qui m'ont marqué au Québec. Là. Petite parenthèse, je ne sais pas si tu savais, mais je crois que, je dis ça sous toute réserve, mais je suis pas mal convaincu de un de ses plus grands numéros, justement, la Ferme ta gueule, pour pas le dire. Je crois que Mike Ward était un des auteurs du dit numéro de Patrick Huard. Fait que, je ne le savais pas, mais je ne suis pas surpris. Non, c'est ça, mais c'est parce qu'il il trouvait que ça allait mieux, justement, à Patrick Huard, qui, justement, en a fait le grand succès qu'on connaît. Toi, tu t'es dirigé dans le domaine de la politique carrément. T'sais, on comprend que c'est une passion pour toi. Est-ce que c'est quoi que tu as fait au juste quand tu as œuvré dans le domaine politique? On faisait appel à toi, pourquoi? Pour rédiger des textes? Comment ça fonctionnait là, exactement? Je dirais que mon premier contact avec la politique, c'était à l'Université Laval. J'avais eu quelques cours au cégep. Par la suite, alors, à l'Université Laval, j'ai eu des cours sur la politique, mais je ne connaissais pas la politique de terrain comme je l'ai fait. Alors, par curiosité, je me suis inscrit pour aller dans les congrès, par exemple, du Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Canada. Je suis allé dans les congrès de la DQ de Mario Dumont à une certaine époque, juste pour comprendre comment ça fonctionnait la machine. Et par la suite, mais j'ai eu l'opportunité de travailler à l'Assemblée nationale comme guide parlementaire. Alors, ça m'a donné une autre perspective. Alors, étudier la politique à l'université, travailler à l'Assemblée nationale et travailler aussi donc à l'Assemblée nationale, ça donne une autre perspective de la politique. Oui, en plus, étant guide à l'Assemblée nationale, c'est très intéressant, tu peux le faire dans différentes langues, mais au niveau du français, c'est là qu'on voit qu'on a quand même une très grande histoire, autant politique que l'importance d'un bon français qui a toujours été nécessaire à l'Assemblée nationale. Oui, définitivement. Alors, je faisais mes visites en français et en anglais, mais donc tu apprends l'histoire du Québec, donc les Premières Nations, après ça les Français quand ils arrivent, la conquête anglaise, et la fondation du Canada comme on le connaît aujourd'hui. Et dans ma carrière alors politique aussi, j'ai eu une opportunité quand j'étais à l'université de faire d'occuper un emploi d'été
Et ça, c'était au début de l'année de 2001. Et là, il y avait les Jeux de la francophonie qui étaient organisés à Hall et à Ottawa. Et à l'époque, c'était les péquistes qui étaient au pouvoir. Alors, il y avait une certaine rivalité entre le gouvernement du Québec, à l'époque, qui était péquiste, et le gouvernement du Canada, qui était dirigé, je pense, par Jean Chrétien. Oui, je crois que c'est ça. Alors, j'ai participé à l'organisation des soupers d'État car je collaborais avec le protocole. Alors, j'ai appris parfois avec la personne avec qui je travaillais, on écrivait des discours. Je me souviens qu'une fois, il avait écrit un discours pour Monsieur Landry. Et Monsieur Landry, qui avait une grande culture, et, les gens lui préparaient des discours, mais lui, il ne lisait pas ses discours, il partait, là. Donc, c'était un grand... C'est un grand orateur qui était capable d'improviser facilement, là. Oh, oui, donc il y avait une grande culture. Et donc ça a été une bonne leçon sur l'autre facette de la politique actuelle dans la machine gouvernementale. Et donc j'ai continué ma carrière comme conseiller à l'Office des personnes handicapées du Québec. Mais là, ça, c'est une expérience qui m'a déçu parce que j'écrivais des textes. Le processus d'approbation est extrêmement long. Et j'ai fait environ 6 mois et j'ai quitté parce que c'était très difficile. Et donc là, on se situe dans les années, il faut que je me souvienne, donc 2005-2006. Et j'ai eu aussi l'opportunité de donner quelques cours, un cours de politique au cégep de la Pont-Cartier, là, mais au campus de Montmagny. Mais j'avais un seul cours. Ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimé. Donc, partager mes connaissances en politique d'une manière théorique et d'une manière aussi pratique. Est-ce que les jeunes sont friands, hein, René, de la politique québécoise et d'en apprendre plus un peu sur... c'est parce que, veut pas, nous, on est un peu différents. On parle français, on est dans un pays anglophone, mais on résiste un peu, on est comme les Gaulois. Est-ce que les jeunes aimaient entendre parler de politique? Est-ce qu'ils participaient? Définitivement, là. Définitivement, j'approchais la politique comme une négociation permanente. Alors les jeunes, je leur disais, mais la politique est partout. Donc c'était jeune, donc toi ton permis, si tu veux avoir la voiture de papa, mais tu dois négocier avec ton papa. Si tu veux aller voir des amis, mais tu dois négocier. Donc ça, je considère que c'est de la politique, donc la politique familiale. Alors ça les interpellait et donc je piquais, si je peux me le permettre, leur curiosité. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors j'ai fait ça, mais j'avais juste un seul cours, c'était à Montmagny, c'était loin, et j'ai eu une autre opportunité d'aller travailler avec, à l'époque, c'était l'Agence canadienne de développement international au Mali, en Afrique, un pays francophone que le Canada aide beaucoup. Et donc j'ai passé là presque un an. Et en revenant ici, les offres d'emploi au Québec que j'avais, c'était surtout les jobs, les emplois pour travailler au gouvernement du Québec. Mais je savais que ça, c'était pas une porte pour moi parce que je l'avais déjà vécu. Et j'ai pris la décision j'ai pris la décision d'aller vivre en Alberta parce que mon frère, il travaille comme avocat. Et en arrivant à Calgary, j'ai travaillé comme professeur de français à l'école de la fonction publique du Canada. Alors, j'allais dans les organismes du gouvernement du Canada et je donnais des cours surtout de communication. Je discutais avec les fonctionnaires pour les aider à parler, à mieux maîtriser le français. Et comme c'était un boulot à temps partiel, j'ai vu une annonce d'un journal francophone qui cherchait un journaliste à Calgary. Et donc le journal s'appelle Le Franco. J'ai
postulé et j'ai été engagé comme journaliste à Calgary, mais mon intérêt était beaucoup politique et j'allais dans plusieurs événements politiques. Je me suis bâti un grand réseau politique à Calgary, chez les politiciens, chez les conseillers des politiciens et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un autre journal qui s'appelait le Chinook à l'époque. Malheureusement, le journal n'existe plus. Et là, je travaille comme chroniqueur politique. OK. Est-ce que tu crois que on fait assez attention au niveau des différents chroniqueurs politiques au Québec par rapport à l'usage d'un bon français, Irénée? Bonne question. Je te dirais qu'il y a des chroniqueurs colorés. Alors, je dirais Feu Jean Lapierre, il était extrêmement coloré. Alors, il s'adresse, donc il était coloré, alors il pouvait faire, il avait son style à lui. Mais il y a d'autres chroniqueurs comme M. David au Devoir, qui a une qualité de français exemplaire. Là. De toute façon, il écrit pour le Devoir. Alors je dirais, ça dépend de quel chroniqueur et avec quel média il collabore. Ce serait ça ma réflexion. OK. Est-ce que pour toi, c'est important que les plus jeunes, justement, continuent d'utiliser un bon français? Oui, moi je dirais que oui. C'est primordial de maîtriser le français, mais je crois que nous, les Québécois et les Québécois en général, on se plaint que notre langue est en déclin, mais je pense qu'il faudrait mieux l'enseigner. Il faudrait trouver une façon peut-être d'intéresser les jeunes justement à en apprendre plus sur un bon usage du français. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque de médias sociaux. Oui, de consommation rapide, de consommation rapide, de médias sociaux. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que nous sommes dans l'époque homo instantané. Donc, nous sommes dans le moment présent, et c'est dommage pour la qualité de la langue française. Mais je te dirais que ma réflexion sur la langue française, je te dirais que moi, j'adore la langue française, je la maîtrise, je travaille en français, mais pour moi, comme Africain, comme quelqu'un qui est né au Rwanda, j'ai appris la langue française parce que c'était utile pour moi. OK. Alors moi, je le dis souvent à mes amis québécois, je suis attaché au français, mais pas autant que les Québécois. Alors pour moi, donc je parle le français, le Kinyarwanda, le français, un peu d'espagnol et l'anglais. L'anglais, je maîtrise bien l'anglais. Mais si demain la langue française meurt, je ne pense pas que je vais pleurer autant que les Québécois ou les Québécois ultranationalistes. Mais par contre, je pense pas que la langue française va mourir demain, Irénée. Et je rassure tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent présentement, on va s'assurer de la perpétuer dans le temps. Oui, il faut la préserver, il faut la garder. Mais si demain matin, je dois apprendre le mandarin, je vais apprendre le mandarin parce que pour moi, une langue, en premier lieu, c'est l'utilité, c'est pouvoir gagner sa vie avec cette langue-là. Mais je l'aime bien, là. Mais il faut que nous, les Québécois, nous devons l'aimer et transmettre cette passion aux jeunes. Et c'est très important. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sérieusement, Irénée, je pense qu'on peut pas mieux finir notre entretien qu'avec des paroles autant remplies de sagesse. Je te remercie beaucoup d'avoir discuté avec moi aujourd'hui et je te souhaite que le meilleur dans tes projets futurs. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour l'invitation et on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois, Irénée. Parfait. Au revoir. Merci, Laurent. Bye. C'était Irénée Routema, chroniqueur politique, né au Rwanda et fier immigré ici maintenant au Québec, fier immigrant.